583 last way start, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Working on it. 583 last way start, runway 26 left. Radio down. No radio. Bon, et ben bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième émission de Ground Frequency. Et puis je suis encore une fois accompagné, je vais commencer par Antoine cette fois. Antoine, bonsoir à tous. Donc Antoine, toujours ingénieur aéronautique, ça n'a pas changé. Et de quoi tu nous parleras pour ta chronique ? Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Je vais parler d'aviation, de la mer, je vais parler un peu de bateau aussi. C'est un secteur. C'est l'occasion d'en parler. Super, merci Antoine. Et je suis accompagné de Clara. Bonsoir à tous. Et Clara, qui va faire l'interview de notre invité. Je te laisse l'introduire et le présenter. Absolument. Eh bien aujourd'hui, pour cette troisième émission de Ground Frequency, nous allons parler carburant d'aviation durable, ou SAF. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Jolan. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Donc Nicolas, tu es expert en carburant alternatif pour l'aviation et en empreinte environnementale chez Safran. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui. Ça va ? Très bien. Donc, on va parler au cours de cette émission de ton parcours personnel un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet des carburants et de ce qui t'a mené jusque chez Safran, de ce que tu fais au quotidien. Et ensuite, on va profiter de ton expertise donc pour mieux comprendre ce que sont les carburants d'aviation durable, CAD, CDA ou SAF pour Sustainable Aviation Fuels. Donc, à l'occasion de la dernière édition du Salon du Bourget au mois de juin, plusieurs annonces gouvernementales ont été faites à ce sujet. On a notamment entendu parler d'une grosse enveloppe qui va être consacrée à la décarbonation du secteur de l'aéronautique, dont une partie va être consacrée à la production de ces fameux SAF. Donc on va essayer de comprendre un petit peu plus précisément aujourd'hui de quoi il s'agit, parce que c'est quand même un très vaste sujet, et comment ils sont fabriqués, avec quels matériaux ils sont fabriqués, et surtout quels sont les enjeux qui se cachent derrière leur déploiement pour la réduction de l'empreinte carbone de l'aviation. Il me semble que c'est un vaste programme. Plein de sujets. On va tenir l'horaire promis. Mais avant de parler SAF, je vais laisser le micro à Joris pour la revue de presse de cette troisième émission. Et voilà, je pique la vedette à Antoine. C'est moi qui ai fait la revue de presse. Donc pour l'actualité, depuis notre dernière émission, il y a eu quelques nouveautés du côté de notre compagnie nationale. Évidemment, on va dire, je parle d'Air France, je suis un fan. Pas que, mais il y a eu vraiment beaucoup d'actualités. Dur d'être passé à côté, mais Air France a annoncé son départ d'Orly, l'aéroport parisien, d'ici 2026. Donc, aucune grande nouveauté parce que c'était vraiment attendu, mais au moins l'annonce officielle a été faite. Et alors, sur cette actu, je ne vais pas vous rediriger vers un article particulier parce que vraiment toute la presse en a parlé, que ce soit Le Monde, Les Échos, Nice Matin, Le Figaro, enfin bon, vous ouvrez n'importe quelle presse du 18 et 19 octobre dernier, vous tomberez vraiment sur toutes les nouveautés et tous les articles qui partent du départ d'Orly. Donc cette annonce est intervenue quelques jours après qu'Air France fête ses 90 ans. Rien d'exceptionnel aux 90 ans d'Air France, mais à noter tout de même que la France possède l'une des plus vieilles compagnies aériennes d'Europe. La plus vieille compagnie aérienne du monde étant Attends. Avianca, non ? Non, c'est européen. Ah, c'est européen. Moi, je pourrais tricher, mais j'ai lu, donc je me tais. KLM. C'est KLM, effectivement. KLM qui a fêté très peu de temps avant Air France, c'est 104 ans. Alors quand on dit plus vieille compagnie aérienne, c'est en termes de non commercial. Il y a forcément des compagnies aériennes qui se créent sur les cendres d'autres, alors c'est un petit peu difficile de suivre. Mais KLM est effectivement la plus vieille. Dernière actualité d'Air France, alors que celle-ci vient de vivre l'un des étés les plus rentables de son histoire, grâce à une forte demande tirant les prix vers le haut, la compagnie, ou plutôt sa maison mère, le groupe Air France KLM, se renforce en Europe grâce à une prise de participation dans la compagnie nordique Scandinavian Airlines Systems, ou SAS. Ou SAS. Donc pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants, il faudra une chronique complète, mais en attendant, je vous invite à lire l'article paru dans La Tribune le 5 octobre dernier, qui en détaille déjà pas mal. Merci beaucoup pour ces actualités sur Air France, Joris, mais est-ce que tu as un petit peu d'autres actualités peut-être sous la main ?
Oui, quelques autres actualités, un peu pêle-mêle. Alors, le 17 octobre dernier, à Meaux, étaient réunis les patrons d'ADP, d'EDF, d'Engie, d'Airbus, de Safran et bien d'autres encore, du domaine de l'énergie et de l'aéronautique, pour un colloque consacré aux énergies du futur. Et dans le même thème, on apprend aussi qu'ADP et GRT Gaz lancent une étude sur l'acheminement d'hydrogène par canalisation sur les aéroports. Alors, l'hydrogène dans les avions de transport, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il faut quand même s'y préparer, et notamment en termes d'infrastructure. Revenons sur le présent, les compagnies low cost se portent bien. L'American Southwest en est la preuve, elle vient d'annoncer la finalisation du contrat de 108 Boeing 737 MAX. De quoi venir compléter et remplacer une flotte qui comporte déjà plus de 800 appareils. Pour vous donner un ordre d'idée, Air France, encore elle, n'en a que 200 des avions. Et parlons Airbus maintenant pour équilibrer un petit peu. Comme évoqué par Gilles lors du dernier Jump Seat, Ural Airlines étudie le décollage d'un de ses A320 depuis un champ suite à un atterrissage d'urgence dont on avait déjà parlé. Petite news un peu insolite, à voir ce que ça va donner. Une dernière actu peut-être sur les constructeurs aéronautiques à nous partager, Joris ? Eh bien oui, toujours côté Airbus, Guillaume Faury, le PDG du groupe, déclarait dans une interview pour Les Échos le 17 octobre dernier, je cite, « L'Europe ne va pas aussi vite que les États-Unis sur les carburants d'aviation durable. » Eh bien, coup de chance, on va en parler vu que c'est le thème de notre émission. Belle transition. Merci. Effectivement, c'est le thème d'aujourd'hui. On va en parler avec notre invité Nicolas Jolant. Et je rappelle que nous prenons les questions sur le chat, donc n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions au cours de notre échange. On les prendra, donc écrivez-nous. Tout à fait, je veille la fréquence, je relayerai les questions. Voilà, on a Joris qui veille la fréquence. Donc Nicolas, tout d'abord, je suis curieuse, je voudrais savoir quel a été ton parcours académique. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le sujet des carburants ? Moi, je ne suis pas du tout un enfant de l'aviation. Je suis chimiste à la base. J'ai fait une école d'ingénieur chimiste au siècle dernier, à Paris. Et ensuite, j'ai fait une école complémentaire qui s'appelait l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, donc, qui est en fait une école qui dépend de l'Institut, ce qui s'appelait à l'époque l'Institut français du pétrole, IFP Énergie Nouvelle maintenant, et qui m'a permis de me spécialiser vraiment dans le domaine carburant, lubrifiant et puis moteur. Ensuite, j'ai rejoint directement le groupe Safran, pas le groupe, excusez-moi, l'IFP à l'époque, pardon. D'abord l'IFP. D'abord l'IFP, où je suis resté pendant presque 20 ans, et où j'étais ingénieur de recherche, puis chef de projet, puis chef de département et expert carburant pour l'IFP. Donc vraiment du côté producteur, avec le département dont je m'occupais, qui s'occupait de tout ce qui était carburant, lubrifiant et émissions polluantes. Donc là, c'était assez vaste, ça passait par tout ce qui était formulation de carburant, des essais d'endurance, des bancs d'essais qui tournaient 24 heures sur 24 pour valider les lubrifiants, de la mesure d'émissions polluantes, du développement de systèmes de post-traitement, des catalyseurs, filtres à particules, etc. etc. Donc c'était assez vaste. C'était une équipe qui réunissait entre 40 et 50 personnes sur 2 sites. Et déjà, à l'époque, donc, j'ai participé au développement des filières biocarburants pour le transport terrestre. Donc le super éthanol, le 85 que vous trouvez à la pompe, le biodiesel dans le gazole, etc. On pensera à toi à chaque fois qu'on passera à la pompe. Eh ben voilà, exactement. Et donc en 2014, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière, donc côté utilisateur. Et donc j'ai rejoint le groupe Safran. Où j'étais embauché à l'époque donc au sein de Safrantech, donc qui était le centre de recherche central au niveau du groupe, qui a été créé à cette époque-là pour fédérer en fait toute la recherche transverse à l'ensemble des sociétés du groupe. Vous savez, Safran, en fait, on connaît Safran beaucoup pour ses moteurs, mais finalement, en termes de chiffre d'affaires, les moteurs ne représentent à peu près que la moitié du chiffre d'affaires Safran. Pour simplifier, Safran fait à peu près tout dans l'aéronef, ou est capable de faire tout dans l'aéronef, sauf la structure de l'aéronef. Donc il y a tout ce qui est frein, train d'atterrissage, système électrique, siège intérieur, cabine, etc., etc. Et donc il y a un certain nombre de thématiques qui sont transverses au groupe. Il y a la plupart de la R&T qui est gérée par les sociétés, mais il y a des thématiques qui vont être transverses. Parmi ces thématiques, on va trouver par exemple des matériaux. Des composites, on en trouve dans les nacelles, on va en trouver dans les sièges, on va en trouver dans les moteurs, etc. Donc les matériaux, il va y avoir tout ce qui est modélisation, les codes de calcul, etc. Et puis tout ce qui va être énergétique. Et notamment, on va trouver les thématiques d'hybridation, les thématiques de carburant durable, etc., etc. Donc j'ai été embauché à l'époque dans ce qu'on appelle le pôle énergie et propulsion de Safrantech. Et qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien ? Quel est ton rôle ? Quel est ton titre au sein de Safran ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, j'ai deux rôles principaux au sein de Safran. J'ai rejoint il y a 3 ans maintenant Safran, ce qu'on appelle Safran Innovation, où je suis responsable de la feuille de route qu'on appelle carburant bas carbone. Cette feuille de route, en fait, va fédérer l'ensemble de la R&T autour de justement ces carburants-là, que ce soit donc les carburants durables du type liquide, initialement l'hydrogène, et puis également une autre thématique qui nous occupe beaucoup en ce moment, qui est tout ce qui est impact environnemental de l'aviation, et notamment les effets hors CO2. Tout ce qui est traité de condensation, etc., qui sont au cœur des discussions actuelles. Donc ça, c'est gérer toute la R&T. Donc lancer les projets de recherche, assurer que toutes les sociétés fonctionnent ensemble, etc. La deuxième casquette, c'est la casquette d'expert. Donc je suis expert émérite pour le groupe, et pour ça, j'interviens sur un certain nombre de sujets en interne, mais également en externe. Beaucoup d'advocacy. Alors l'advocacy, c'est le nom, c'est le nom gentil pour ne pas dire lobby, mais voilà. C'est porter des messages, notamment au niveau européen, au niveau des décisionnaires, pour faire comprendre pourquoi est-ce qu'un groupe comme Safran s'intéresse à telle ou telle technologie, pour apporter ces informations à ces personnes qui sont décisionnaires actuels. Voilà. Et puis j'ai une troisième casquette qui est un petit peu annexe, pas en importance, mais qui est un peu en dehors du scope, c'est que je suis également officier de réserve, je suis lieutenant-colonel de réserve auprès du service de l'énergie opérationnelle, où je m'occupe de thématiques également de transition énergétique des forces armées. Ça, c'est hyper intéressant. On reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus tard, parce que ça m'intrigue. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait avoir la définition de ce qu'est un SAF, un carburant d'aviation durable? Qu'est-ce que c'est? Si on devait l'inscrire dans le Larousse, on a 20 mots. Alors, SAF, Sustainable Aviation Fuel, ou CAD, carburant d'aviation durable. Comme son nom l'indique, c'est un carburant d'aviation durable. Aviation, ça veut dire c'est un carburant qui est destiné à l'ensemble des aéronefs, donc qui a une vocation à être compatible avec ces aéronefs. Compatible avec les aéronefs, c'est quand même une notion très importante, c'est une notion notamment de sûreté, de qualification, de certification, etc. C'est absolument pas anodin de changer le carburant dans les avions, c'est absolument pas anodin. Et il y a cette notion de durable qui est très particulière. Alors d'ailleurs, je ne parle pas de biocarburant. Je parle de carburant d'aviation durable. C'est-à-dire que la provenance, finalement, ne nous importe pas. Ce qui nous importe, en fait, c'est le côté durable, c'est le fait que ce carburant permette de réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Je ne vais pas parler de biocarburant, je ne vais pas parler de carburant de synthèse, etc. La façon dont il est produit, finalement, pour nous, utilisateurs final, c'est annexe. Ce qui nous importe, c'est comment ces carburants vont permettre de réduire l'empreinte environnementale. Donc, si je devais donner une définition, un carburant d'aviation durable, c'est un carburant qui a vocation à substituer les carburants d'origine fossile et qui va permettre d'apporter un gain environnemental à l'aviation. Très clair. C'est très clair. C'est très clair. Ça fait plaisir d'avoir une définition qui fixe bien les choses. Et alors justement, on parlait de biocarburant, on parle de carburant de synthèse. Combien de types de SAF existent-ils ou de CAD? Qu'est-ce que c'est un petit peu la myriade de jungle de carburant? Qu'est-ce qu'on peut distinguer? C'est là que ça va devenir un petit peu schizophrénique, parce qu'en fait, il y a un seul type de carburant d'aviation durable. D'accord. Parce que de toute façon, ce carburant d'aviation durable, c'est un carburateur classique. C'est-à-dire que pour l'utilisateur final, on a fait en sorte, et ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on travaille sur le sujet, on a fait en sorte que ce soit complètement transparent pour l'utilisateur final. Un pilote d'une compagnie aérienne peut monter dans un avion et décoller avec un carburant d'origine fossile ou avec ces fameux SAF sans le savoir. Et tout ça, il n'a pas à le savoir parce que justement, c'est totalement transparent pour lui. Après, le carburant final, il va être le même. On va s'assurer pour qu'il soit le même, ou en tout cas qu'il soit compatible, qu'il respecte les mêmes contraintes en termes de sécurité. Par contre, il va y avoir de multiples façons de le faire. Et c'est ça qui est assez nouveau, et ça qui est d'ailleurs assez compliqué. C'est-à-dire que jusqu'ici, pendant 50 ans, on a pris tout le temps la même matière première, tout le temps le même procédé pour arriver au même carburant. Et là, on prend plein de matières premières différentes, avec des procédés différents, mais à la fin, on va arriver au même carburant. Donc actuellement, comment est-ce qu'on peut le faire? On va dire qu'il y a 3 grandes voies qui sont d'ores et déjà certifiées. C'est-à-dire que vous pouvez déjà le mettre à hauteur de 50% dans l'ensemble des carburants pour l'ensemble des aéronefs, que ce soit des hélicoptères, l'aviation commerciale, etc. La première voie, c'est ce qu'on appelle l'hydrotraitement des huiles. On va prendre une huile, on va la transformer, la traiter un petit peu, l'upgrader, pour parler en bon français, pour en faire un carburant qui soit compatible. Alors là, on voit que c'est assez facile, parce que finalement, une huile, ça ressemble déjà à un carburant. Oui, tout à fait. Donc finalement, on se doute bien que c'est quelque chose qui va être, entre guillemets, assez simple. Après, la grosse difficulté qu'on va avoir ici, c'est quelle huile on va prendre.
Et là, on va retomber sur la notion de durabilité. Bien entendu, on serait capable, et on est tout à fait capable, de faire des carburants d'aviation à partir d'huile de palme. À partir d'huile de palme qui entraîne la déforestation, etc. Mais là, le mot durable, c'est plus trop durable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on privilégie, ou en tout cas, c'est même pas privilégié, c'est-à-dire qu'on autorise en Europe l'utilisation uniquement d'huile usagée ou de graisse animale. Donc on est vraiment sur l'économie circulaire, les huiles usagées, donc typiquement de l'huile de friture, etc. On va upgrader pour en faire des carburants. Aujourd'hui, il y a un moyen de collecter toutes ces huiles usagées suffisamment en masse pour faire du carburant. Alors justement, c'est toute la difficulté de cette voie-là, c'est que c'est une voie qu'on voit est assez simple, enfin, est la plus simple techniquement parce qu'on part de quelque chose de liquide et qui brûle pour en faire un carburant, donc on voit que c'est assez simple. Par contre, derrière, la grosse difficulté, c'est la disponibilité de la ressource. Les huiles usagées, on ne va pas en avoir des millions de tonnes, donc de toute façon, ce n'est pas avec cette filière-là qu'on va couvrir les besoins de l'aviation. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres filières. On nous demande tout le temps, mais vous avez des filières qui sont qualifiées, pourquoi est-ce que vous cherchez toujours à en qualifier d'autres ? Parce qu'en fait, notre but est d'utiliser au mieux la ressource disponible à un endroit donné. Il n'y a pas une filière qui est meilleure que les autres, il y a une matière première durable disponible à un endroit donné et on se doit de l'utiliser au mieux pour en faire des carburants aviation. Donc la deuxième que l'on utilise, notamment, c'est la voie qu'on appelle l'alcool to jet. On va transformer une biomasse en alcool, et cet alcool, on va ensuite faire un certain nombre d'étapes pour en faire du carburéacteur. Le gros intérêt là, c'est la synergie avec les autres secteurs. Parce que typiquement, si on fait de l'éthanol, et notamment de l'éthanol de deuxième génération pour les véhicules thermiques, et que ces véhicules thermiques se transforment rapidement pour en faire des véhicules électriques, cet éthanol, nous, on pourra l'utiliser pour en faire du carburéacteur. Ou alors on peut faire avec du méthanol, et notamment il y a beaucoup de filières actuellement qui vont faire du méthanol, notamment du e-méthanol, donc à partir d'électricité et puis de CO2 capté. Et ensuite, ce méthanol, soit on le met dans le maritime pour les bateaux, soit on en fait du carburéacteur. Donc on voit une certaine synergie avec les autres secteurs. En termes d'investissement industriel, ça fait sens. Et puis le troisième, alors là c'est un peu le Graal, c'est un peu la Rolls, c'est ce qu'on appelle le Fischer-Tropsch. Alors, c'est un nom un peu barbare. Oui, voilà, effectivement, j'allais dire. Alors, un Fischer-Tropsch, c'est absolument pas nouveau. C'est un procédé qui a été inventé au Kaiser Wilhelm Institute, je crois que c'est en 1913 ou 1914. Et donc, en fait, le principe, c'est que vous prenez n'importe quelle source de carbone et d'hydrogène, n'importe laquelle. Vous prenez ça à partir de charbon, de gaz, d'arbres, de cadavres de chats, n'importe quoi. Vous faites une gazification, c'est-à-dire que vous transformez ça en ce qu'on appelle un gaz de synthèse, qui est un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Et vous mettez ça dans l'unité Fischer-Tropsch pour faire des carburants. Ça peut paraître un peu de la science-fiction. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie des troupes allemandes utilisaient ces carburants-là. Donc c'est quelque chose qui existe. La principale difficulté des Fischer-Tropsch, finalement, elle va être premièrement de maîtriser le process. Parce que vous vous doutez bien que mélanger du monoxyde de carbone, gaz mortel, avec de l'hydrogène, sous pression à haute température, dans un procédé exothermique, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un peu le... Puis c'est énergivore. Alors, c'est pas forcément énergivore dans le sens où le gros intérêt en fait, du Fischer-Tropsch, c'est qu'il est exothermique, donc en fait, il dégage de la chaleur. D'accord. Donc en termes de gestion, c'est compliqué, parce qu'un procédé exothermique, un procédé endothermique, c'est un procédé qu'il faut chauffer pour qu'il fonctionne. Donc d'un coup, il s'emballe, vous arrêtez de chauffer, il s'arrête. Un procédé exothermique, c'est un procédé qui dégage de la chaleur, donc s'il s'emballe, il faut le refroidir. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, le gros avantage, c'est que s'il dégage de la chaleur, cette chaleur, vous pouvez la réutiliser. Donc oui, le Fischer-Tropsch en lui-même, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Par contre, l'ensemble du système, quand il est tout intégré, c'est quelque chose qui peut faire sens. Et notamment, le Graal du Graal, je dirais, donc le Fischer-Tropsch appliqué au e-fuel, par exemple, là, c'est quelque chose qui est super intéressant. Imaginez, vous prenez un Fischer-Tropsch qui dégage la chaleur, cette chaleur, vous l'utilisez dans ce qu'on appelle un DAC, qui va vous capturer le CO2 dans l'atmosphère, le direct air capture. Le direct air capture, en fait, c'est un système qui va filtrer l'air, qui va récupérer le CO2. C'est un système qui demande beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur. Donc là, on la récupère là-dessus, hop, comme ça, on sort notre CO2. Vous prenez l'hydrogène qui va venir d'électricité bas carbone, que ce soit du nucléaire, du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Vous combinez les deux, et là, vous avez ce qu'on appelle un e-fuel, qui est un carburant de synthèse, fait à partir de CO2 capté dans l'air, et d'électricité renouvelable. Donc il y a tout à fait la possibilité d'initier un cercle vertueux. Oui, il y a vraiment... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on attend ? C'était la question que j'avais. Qu'est-ce qui manque en fait pour... Techniquement, ce sont des choses... Ces filières sont plus ou moins matures. C'est-à-dire qu'on a montré tout à l'heure, il y a des filières qui sont matures, industrielles, typiquement l'hydrotraitement d'huile végétale. Il y a des filières qui sont très proches d'être matures, donc typiquement l'alcool to jet, etc.
Et il y a des filières qui ont encore un petit peu de développement à faire, typiquement les Fischer-Tropsch. Néanmoins, Safran a investi il y a 3 ans maintenant dans une société allemande qui s'appelle Ineratec en Allemagne. Et Ineratec propose déjà des modules de ce type-là dans des containers. C'est-à-dire que voilà, les modules sont dans des containers, vous livrez les containers, vous voulez tel volume, c'est un container, tel volume, c'est 2 containers, 3 containers, etc. Et ils sont en train de monter une grosse unité de production à l'aéroport de Francfort. Et donc, ce sont des choses qui, techniquement, fonctionnent. La grosse difficulté qu'on va avoir, en fait, elle n'est pas forcément technique. C'est-à-dire qu'on a tellement travaillé sur ces sujets qu'on a réussi à rendre ces carburants compatibles avec les flottes existantes, soit totalement transparents pour les utilisateurs. On a encore un peu de travail pour amener à 100%. J'ai dit tout à l'heure, on est à 50%. On a un petit peu de travail pour mener à 100%. Mais ça, c'est des choses qui vont être réglées, on va dire, dans les 3-4 ans qui viennent. Donc, on n'est pas sur le long terme. Par contre, la grosse difficulté, c'est l'investissement. La grosse difficulté, elle est vraiment purement financière. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement critique actuellement. C'est vous avez des filières qui ont pour vocation de remplacer une filière fossile qui est extrêmement efficace et pas chère. Alors, c'est pas ce qu'on se dit quand on va faire le plein à la pompe en général, mais si, globalement, les carburants actuels ne sont pas chers du tout. Là, on veut les remplacer par des filières qui vont être plus compliquées à fabriquer, avec une matière première qui est plus disséminée, qui est plus dure à collecter, etc., etc. Donc ces carburants sont beaucoup plus chers et resteront même à long terme beaucoup plus chers. Et qu'est-ce que c'est cet écart de prix ? On parle de combien de... Là aujourd'hui, par exemple, entre un carburant d'aviation durable et du kérosène, C'était un facteur 3. Facteur 3, quand même. Au moins. Donc pour une compagnie aérienne... Pour une compagnie aérienne. Alors, c'est là où c'est compliqué. C'est que, à la limite, pour une compagnie aérienne, ça peut être absorbable. On a vu des prix du pétrole qui montaient à 120, 130, etc. Et on n'a pas forcément vu d'écroulement de la demande. La grosse problématique, elle n'est pas forcément le renchérissement du carburant. La problématique, elle est plus le fait qu'il peut y avoir à ce moment-là des distorsions de concurrence. Parce qu'en fait, actuellement, on a des États, on a des pays, on a des régions qui sont beaucoup plus dynamiques à ce sujet-là que les autres. Et notamment l'Europe, par exemple. L'Europe a dit, moi, je vais travailler énormément pour décarboner mon aviation, je vais m'assurer de lancer cette filière des carburants durables et je vais le faire via des obligations. Donc il y a un texte qui s'appelle Refuel EU Aviation qui a défini des obligations d'incorporation, une trajectoire qui va nous amener à 70% de SAF en 2050, dont la moitié qui devra être des carburants synthétiques. C'est une obligation. C'est une obligation qui s'impose aux metteurs à la consommation, donc aux personnes qui vont vendre les carburants. C'est une obligation qui va être assortie d'amendes si vous n'atteignez pas ces objectifs d'incorporation. Et surtout, ces amendes ne sont pas libératoires. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas mis à la consommation le bon volume une année et qui dirait « bon, ok, je vais payer l'amende et c'est bon », ben non, l'année d'après, il va devoir en remettre encore le volume plus le volume de l'année précédente. Oui. Donc la feuille de route réglementaire, elle est déjà bien définie en fait. Ouais, elle est bien définie, elle est clairement définie. Par contre, la grosse difficulté, ça veut dire que les compagnies aériennes au niveau européen, elles vont subir de plein fouet cette augmentation du coût du carburant. Alors souvent on se dit, bah oui, mais bon, les vols intérieurs, entre guillemets, on s'en fiche parce que toutes les compagnies aériennes seront au même enseigne. Par contre, là où ça va vraiment poser des questions, c'est sur la stratégie du hub. Voilà, si le carburant devient beaucoup plus cher à Charles de Gaulle, voilà, un vol transatlantique avec un arrêt ou avec un changement à Charles de Gaulle, potentiellement, il pourrait avoir tendance à se faire à Istanbul ou dans des hubs à proximité de l'Europe, mais qui n'auraient pas ce coût-là. Donc il y a tout ce travail-là qu'il faut faire. Alors, c'est pour ça que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure et la citation de Guillaume Faury. La vision américaine, elle est complètement différente. La vision américaine, elle est de dire, moi, je mets des aides, je mets du soutien, je mets ce qu'on appelle une aide pour essayer de compenser la différence de coût. Donc ce qui fait qu'en fait, actuellement, on a un dynamisme américain qui est clair, parce qu'en fait, la demande, elle va être beaucoup plus forte parce que le différentiel de prix aux États-Unis va être beaucoup plus faible que celui qu'on va avoir en Europe, à la base. Sauf qu'en fait, je ne devrais pas dire ça parce que vous allez croire que je ne suis pas d'accord avec M. Faury. C'est pas ça. C'est que, en fait, on a deux façons d'approcher les choses. On a une façon qui est très dynamique, très court terme, américaine, mais qui finalement est une industrie sous perfusion. Parce que le jour où ces aides s'arrêtent, qui va venir acheter ces carburants-là? S'il n'y a pas d'obligation, on ne sait pas. Par contre, il y a la vision européenne qui, elle, est beaucoup plus long terme, qui donne une assurance en termes d'investissement, etc., mais à qui il faut ajouter
et on y travaille actuellement hein, avec différents textes comme le Net Zero Industry Act ou des choses comme ça, auquel il faut ajouter ce petit déclic pour lancer la filière initiale. On a la vision long terme, il nous manque cette impulsion initiale. Les États-Unis, ils ont l'impulsion initiale, il faut qu'ils arrivent au bout du marathon. Voilà. Après, quel est le mieux ? Voilà, c'est pas aussi clair que ça. Et actuellement, au niveau des investisseurs financiers, est-ce qu'ils étaient plus rassurés par la vision américaine à l'aide des aides ? Ou est-ce que là, avec le nouveau plan, vous avez déjà vu des impacts, enfin des personnes qui ont fait des grandes annonces d'investissement suite à l'annonce du plan européen, qui a plus rassuré les secteurs financiers que les annonces américaines ? Comment est-ce que c'est déjà des choses visibles ? Alors, il est clair que le vote officiel de RefuelEU est un message très fort. Un message très fort. Et voilà, vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous, industriels, si vous investissez dans des unités de production, de toute façon, vous aurez un marché. Et on vous assure de ce marché. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. De fort. Maintenant, voilà, il reste à regarder qui va investir, à quel moment, etc. C'est pour ça que la Commission européenne, d'ailleurs, en marge de RefuelEU, a lancé une alliance qu'on appelle RLCF, le Renewable and Low Carbon Fuel Alliance, qui a pour but de faire cette feuille de route, donc avec 2 piliers, d'un côté le maritime, de l'autre côté l'aviation. Et la Commission a demandé à Safran de prendre le leadership du pilier aviation. En gros, la Commission a dit, moi je vous ai fixé la feuille de route, je vous ai fixé la direction, maintenant dites-moi comment faire. Et donc cette alliance, elle a presque 250 membres maintenant, des producteurs, des utilisateurs, etc. Et on travaille au jour le jour pour dire, voilà, comment est-ce qu'on peuple, en fait, comment est-ce qu'on répond à cette demande de la Commission, quel type d'unité, à quel endroit, avec quelle matière première, quels sont les besoins en financement, etc., etc. Donc cette dynamique, elle est enclenchée. Et justement, on en est où aujourd'hui ? À l'échelle internationale, européenne, française, on en est où de la production des SAF ? Alors on a des unités de production qui existent, on a des grands acteurs qui se sont lancés il y a quelques temps maintenant. Hein. On peut citer par exemple Nestlé en Finlande, on peut citer Total Energy en France, hein, qui a fait des gros investissements à la MED et qui est en train de monter en puissance l'unité de Grand Puy. Il y a des projets très intéressants qui ont été annoncés, notamment en marge du Bourget, d'unités de production à Lac à partir de biomasse, dans lesquelles les acteurs majeurs français sont impliqués. Il y a des acteurs comme Engie, par exemple, qu'on s'intéresse. C'est marrant de voir Engie dans la production de SAF, qui a un projet très intéressant aussi à Dunkerque sur des voies e-fuel. Hein. Voilà, on voit une dynamique actuellement, voilà, et cette dynamique, en fait, il faut la pérenniser, il faut la soutenir, il faut continuer d'y aller. Il est clair que de toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre qu'on ne créera pas un marché avec un produit qui fait 4 fois le prix du produit actuel, s'il n'y a pas quelque part une incitation politique forte. Incitation soit positive avec des aides, soit, entre guillemets, punitive avec des obligations d'incorporation. Et ce sera sans doute un mix des deux qui arrivera à faire développer ces filières. Parce qu'on parle de 70% dans les réservoirs en 2050. Comment les SAF s'intègrent dans la roadmap de décarbonation ? Parce que le secteur de l'aérien annonce quand même des objectifs énormes, très ambitieux pour 2050. Comment est-ce que les SAF s'intègrent là-dedans ? Est-ce qu'une grosse partie de l'effort repose sur ces carburants-là ou... Alors, il est clair que ces trajectoires de décarbonation ne se feront pas sans SAF. Ça, c'est clair. Ça, c'est un point qui est fondamental et je le martèle à longueur de journée aux personnes que je vois. Là, il y a plein d'incertitudes là-dedans, dans ces feuilles de route, etc. Il y a plein de questions qui se posent. S'il y a une chose dont on est clair, c'est que de toute façon, si on ne développe pas de façon massive la production de ces carburants-là, on n'y arrivera pas. Ceci étant dit, ces SAF, ce n'est pas la panacée non plus. Parce que de toute façon, des carburants faits à partir de biomasse, par exemple, la biomasse, on en a partout. Elle est disponible partout, mais elle est dure à valoriser et surtout, tout le monde en veut, cette biomasse. Donc il va y avoir des concurrences extrêmes d'usage de cette biomasse. On voit typiquement, par exemple, l'industrie du gaz, par exemple, qui dit non, mais surtout, continuez à soutenir le développement des chaudières pour le chauffage résidentiel, parce que nous, on va passer du gaz naturel au biogaz. Voilà. Sauf que si vous passez tout le gaz naturel français en biogaz, l'intégralité de la biomasse y passe. Et donc, il y a cette grande problématique d'utilisation concurrentielle. Oui. Exactement. Et il en est de même pour les e-fuels, hein, il en est de même pour l'électricité bas carbone, tout le monde en veut. Donc, il y a cette vision qui doit être une vision globale, de se dire, en fait, on a un pool de ressources, en termes de biomasse, d'électricité bas carbone, etc. On a toute une série de demandes, de résidentiel, du transport, etc. Comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça ensemble ?
Et notamment, il y a un énorme travail qui est mené actuellement, au niveau français notamment, dans ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui vise justement à définir cette feuille de route. Donc, l'aérien, en fait, nous, il est clair, et ça c'est un message fort, sans le développement de ces SAF et sans la mise à disposition de ces SAF, on n'y arrivera pas. Ceci étant dit, ces SAF, tout seul, ça va être compliqué. Ne suffiront pas non plus. Et finalement, on voit parfois certains messages, certaines personnes qui disent, ben oui, mais bon, en gros, vous avez des carburants qui émettent peu de CO2. D'ailleurs, il faut dire pourquoi ça émet peu de CO2. Donc, en gros, pourquoi est-ce que vous prenez la tête à développer encore des nouvelles technologies? Pourquoi est-ce que vous acharnez à prendre des risques? Et notamment, le groupe Safran, au sein de CFM, en fait, a travaillé énormément sur un concept qui s'appelle RISE, qui est un concept de moteur non caréné, qui est un concept un peu en rupture, qui pose des vraies questions en termes d'intégration au niveau de l'aéronef, etc., qui a un vrai risque qui est pris. On dit, mais attendez, ça sert à quoi maintenant de continuer à réduire la consommation de l'aéronef si de toute façon, demain, vous aurez des carburants qui, sur l'ensemble du cycle de vie, sont proches de zéro? Et bien là, la réponse, elle est claire. Déjà, un carburant qui émet 0 CO2, ça n'existe pas. Le seul carburant qui émet 0 CO2, c'est celui qu'on ne va pas consommer. Donc, de toute façon, quand vous brûlez du carburant, vous émettrez du CO2. Deuxièmement, je l'ai dit, ces carburants, ils sont chers, ils resteront chers. Ces carburants, ils sont limités en disponibilité et ils resteront limités en disponibilité. Donc, au contraire, demain, si on veut décarboner l'aviation, il va falloir passer forcément par ces carburants durables. Et le moyen d'y arriver, c'est d'avoir des aéronefs ultra efficaces. C'est d'avoir des aéronefs qui consomment encore moins, qui font un step en termes de réduction de consommation, d'où l'intérêt d'aller vers ces concepts en rupture. Voilà pourquoi nous, on travaille sur RISE. Voilà pourquoi il y a des travaux qui sont lancés côté américain par Boeing avec des concepts aéronefs un petit peu particuliers. Voilà pourquoi Airbus travaille énormément sur tous ces sujets-là aussi. Voilà pourquoi également on travaille sur l'hydrogène. L'hydrogène n'est absolument pas un concurrent de ces carburants durables. L'hydrogène est un moyen de diversifier sur un certain nombre d'applications en essayant d'avoir les ressources les plus larges possibles. On entend parfois les gens dire « mais ça sert à quoi développer les SAF parce que demain il y aura l'hydrogène ». Non. Les SAF, de toute façon, ils sont nécessaires pour décarboner les flottes existantes. Ils seront nécessaires même à long terme pour les flottes long courrier. Et après, on travaille d'arrache-pied pour développer l'avion hydrogène, qui va d'abord aller vers un segment plutôt régional, etc., pour des raisons de technologie, qu'on espère pouvoir développer le plus rapidement possible sur des segments moyens courriers qui vont de plus en plus empiéter sur le sujet. Mais à un horizon 2050, on ne peut pas imaginer que l'ensemble de l'aviation devienne hydrogène. Donc, de toute façon, les carburants durables, ils seront là. L'hydrogène, on espère qu'on va y arriver le plus rapidement possible et on fait tout pour y arriver le plus rapidement possible. L'avion électrique, l'hybridation, etc., toutes ces briques, elles vont être nécessaires pour arriver à cette décarbonation. Donc un vrai effort de sobriété, d'optimisation, d'innovation globale. La sobriété, en tout cas l'efficacité énergétique, est plus que jamais au cœur de tout ça. Et quand on parle d'ailleurs d'efficacité énergétique, on pense souvent à la propulsion, mais il y a une brique qui est très importante, qui est aussi l'allègement des aéronefs. Oui, le poids. Tout ce qui est nouveaux matériaux, le poids, etc., qui est vraiment au cœur de tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je le cite, parce qu'il y a des collègues, par exemple, de l'intérieur, des sièges, etc., qui font tout ça. Eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. Même les trains d'atterrissage, par exemple, c'est quelque chose qui va être critique pour les futures technologies d'aéronefs. Okay. J'en profite déjà. Merci EMC du 77 pour ton sub. Et j'ai une petite question un peu plus, peut-être un peu plus pessimiste. Tu as beaucoup parlé de l'Europe, de l'Amérique du Nord, enfin des US, potentiellement du Canada. Aujourd'hui, les marchés réellement émergents en termes d'aviation, ça va plutôt être la Chine, l'Inde, l'ensemble de l'Asie et l'Afrique. Est-ce qu'il y a une demande qui commence à naître quand même si c'est un marché émergent, qui n'est pas forcément dans une politique de décarbonation? Alors, le gros avantage de l'aviation, qui est une de ses caractéristiques principales également, c'est une coordination au niveau international qui est très forte, notamment au sein de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, donc à Montréal. L'OACI, c'est un organisme qui permet de fédérer, donc qui est une émanation de l'ONU, et qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs internationaux. Alors l'OACI va à la vitesse de l'ONU, c'est-à-dire c'est basé sur le consensus. Donc qui dit consensus, dit des négociations qui sont souvent très compliquées, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met souvent en avant l'accord qui a été signé en novembre dernier, donc il y a un an maintenant, à la dernière Assemblée générale de l'OACI, où on a plus de 180 pays qui ont signé ce qu'on appelle le LTAG, le Long Term Aspirational Goal, qui dit oui, nous allons décarboner l'aviation, et oui, nous reconnaissons que les trois grands piliers pour décarboner l'aviation sont la technologie, les opérations et les SAF. Et tous ces pays-là ont tous voté, y compris des pays émergents, etc.
Donc les seuls vraiment qui n'ont pas voté, c'est la Chine. Non pas que la Chine ne reconnaisse pas ça, mais la Chine dit simplement, moi je ne veux pas me faire imposer un rythme. Voilà. Et la semaine prochaine, par exemple, je suis à un séminaire à Pékin pour parler justement des carburants durables. Et il y a énormément de mouvances en Chine là-dedans. Simplement, eux, ils disent, voilà, on ne se fera pas imposer un rythme, on va le faire nous-mêmes. Et le deuxième, c'est la Russie qui n'a pas voté, parce que de toute façon, c'est l'ONU, donc la Russie, par principe, vote contre. Donc, ces États-là, ils ont voté pour ça. Et on a actuellement on est en train de préparer une grosse conférence qui va avoir lieu juste avant la prochaine COP, donc à Dubaï, qui est la conférence sur les carburants d'aviation durable donc, de l'OACI, qui va avoir lieu à Dubaï donc dans les semaines qui viennent. Et on espère être à même d'avoir à nouveau une unanimité, ou en tout cas un message fort passé par l'ensemble des États pour développer ces carburants. Alors oui, en effet, il y a forcément des pays qui sont en avance par rapport aux autres, parce que la sensibilité y est peut-être un peu plus importante, parce que le domaine aérien est peut-être plus mature aussi, hein, l'industrie aéronautique peut-être plus mature en termes de développement, etc. Voilà, maintenant on travaille énormément avec l'Inde actuellement. On a un gros projet qui est géré par Aéroports de Paris et où on travaille sur justement l'étude du potentiel de développement des SAF en Inde. Et en fait, on voit que les Indiens s'y intéressent beaucoup. Surtout que le secteur aérien explose là-bas. Voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on discute avec les politiques en Inde, on a rencontré par exemple le directeur de cabinet du ministre des Transports indien il y a moins d'un mois. Finalement, le discours, on le présente d'une autre façon. On ne dit pas on va développer les SAF pour décarboner l'aviation. On dit on va développer les SAF parce que vous avez de la ressource. Parce que regardez en Inde, la ressource biomasse elle est extrêmement importante, parce que derrière il y a des grosses problématiques en termes agricoles et notamment tous les déchets agricoles qui sont brûlés sur les champs, qui provoquent également des problèmes de qualité de l'air, etc., etc. Nous on leur dit pas non mais faites quelque chose pour l'aviation, on leur dit regardez, vous avez une ressource et cette ressource on vous propose de la valoriser. On va la valoriser, ça va vous faire des emplois, ça va vous faire des revenus pour les agriculteurs, ça va vous améliorer la qualité de l'air, et en plus, en bonus, vous allez décarboner l'aviation. Et donc ça veut dire que même des pays qui étaient jusqu'ici assez réticents, en se disant oui mais si je développe les SAF, ça va coûter plus cher, ça va me freiner le développement d'aviation, etc., en présentant comme ça, la Chine actuellement développe énormément les SAF, parce qu'ils disent il va y avoir un besoin en Europe. Et moi je vais développer mon industrie, et comme ça, je vais exporter, je vais avoir du business en Europe. Oui, ils s'aperçoivent du marché qui... Voilà. Donc, de toute façon, tous ces pays-là, lundi, il y a un séminaire organisé par la DGAC où un certain nombre d'États africains, francophones, vont présenter leur plan d'action pour les SAF. Donc voilà, c'est une mouvance globale, avec des rythmes plus ou moins sévères, mais c'est une mouvance qui est quand même assez transverse et assez générale à l'ensemble des États du globe. C'est intéressant de voir des pays qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le secteur aérien qui s'investissent dans cette filière-là. C'est vraiment très intéressant. Non, mais tout à fait. Et je reviens sur un aspect un peu plus technique. Qu'est-ce qui fait qu'un carburant d'aviation durable produit moins de CO2 ? Quelle est la différence moléculaire, s'il y en a une ? Alors justement, le principe, c'est qu'il n'y a pas de différence moléculaire. Parce qu'à partir du moment s'il y avait vraiment une différence moléculaire fondamentale, vraiment radicale, ça voudrait dire qu'on aurait des difficultés, les aéronefs seraient plus qualifiés pour ces carburants. On ne peut pas le mélanger. Voilà, on ne pourrait pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, les aéronefs sont qualifiés pour un carburant. Si vous voulez mettre un autre carburant qui sort de ces règles-là, à ce moment-là, ça veut dire que les aéronefs ne sont pas qualifiés pour. Et donc, vous devez requalifier l'ensemble des aéronefs pour ce nouveau carburant. Donc ça veut dire un travail dantesque. Donc le principe de base de ces SAF, c'est qu'ils ont une composition très proche des carburants aéronautique classique. Donc ça, c'est le premier point du cahier des charges. Donc ça veut dire que si vous mesurez les émissions de CO2 en sortie d'un moteur qui fonctionne des SAF, vous aurez quasiment le même niveau de CO2 qu'avec un carburant fossile. La différence, en fait, il ne faut pas regarder le CO2, il faut regarder l'accumulation de CO2. Si vous prenez un carburant fossile, vous prenez du carbone dans le sol et vous l'émettez dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est comme si vous preniez du carbone dans le sol et que vous le mettiez dans l'atmosphère. Les carburants durables, on va utiliser des matières premières, soit, donc le cas ultime, on en parlait tout à l'heure du e-fuel, vous prenez le CO2 dans l'air et vous le remettez dans l'air. Optimal. Voilà. Soit vous utilisez quelque chose qui est très bien fait depuis des millions d'années, c'est la photosynthèse. Et la photosynthèse, ça va être les plantes qui vont capter ce CO2 pour faire
de la matière, de la biomasse, et nous, on va utiliser cette biomasse pour en faire des carburants. Donc finalement, la différence fondamentale, c'est que côté fossile, vous prenez du carbone dans le sol, vous les mettez dans l'atmosphère, il va s'accumuler. C'est carburant durable, on va prendre du CO2 dans l'atmosphère, du carbone dans l'atmosphère, et on va le rejeter. Alors, sur le papier, bien entendu, on se dit, c'est un cercle parfait, et ça boucle parfaitement, et donc on est à 100%. Dans les faits, on n'est jamais à 100%, parce qu'il y a des rendements, parce qu'il y a du transport de matières premières, etc. Néanmoins, les filières actuellement, vous prenez un hydrotraitement d'huile usagée, par exemple, on a une réduction de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie qui est de l'ordre qui va être de plus de 80%. Et certaines filières, du type e-fuel avancé, etc., avec de l'électricité bas carbone, on frôle les réductions de 90-95% de réduction sur l'ensemble du cycle de vie. Comparé à celui des carburants conventionnels, c'est ça? Un carburant conventionnel. Sur tout le plan logistique, transport, exactement. Si vous prenez l'ensemble du cycle de vie d'un bout à l'autre. Et j'ajouterais même à ça un autre intérêt qu'on a tendance à oublier. J'en parlais tout à l'heure. L'aviation a un impact sur le réchauffement climatique qui n'est pas uniquement lié aux émissions de CO2, mais également à ce qu'on appelle les effets hors CO2, typiquement les effets en haute altitude, les traînées de condensation, émissions de NOx, etc. En fait, ce qui est très intéressant avec ces nouveaux carburants, c'est qu'ils ont une composition chimique qui fait qu'on a un carburant entre guillemets plus propre. C'est-à-dire qu'on a moins de soufre, on a souvent moins d'aromatiques, etc. Donc on a une combustion qui va également être améliorée, moins de particules et donc potentiellement une réduction également notable des traînées de condensation. Donc c'est un peu le deuxième effet qui se coule. Vous avez une réduction CO2 sur l'ensemble du cycle de vie et en plus vous allez avoir des aéronefs qui vont faire moins de traînées de condensation et donc vous permettre de réduire ce deuxième effet qui sont les effets hors CO2. Donc, et à ce sujet, vous avez déjà eu, parce qu'on entend souvent parler qu'on ne maîtrise pas encore complètement ces effets non CO2, on a du mal à complètement les quantifier, à connaître leur impact. Est-ce que vous avez beaucoup de données d'essais, de comparaison de SAF par rapport... on en est où là-dessus de vraiment améliorer notre connaissance de ces effets non CO2 et les quantifier? Ce sont en effet des effets qui sont extrêmement complexes. C'est des effets qui sont liés à... Ce n'est pas l'aéronef qui va faire ces effets hors CO2, c'est l'aéronef dans un environnement de température, d'humidité, d'émissions polluantes, etc., etc. Donc il y a plein de questions qui se posent encore autour de ça. Néanmoins, il ne faut pas que les incertitudes scientifiques soient un frein à la prise en compte de ces effets-là. Il ne faut absolument pas dire « Oh là là, attention, on ne les connaît pas, donc surtout ne les prenons pas en compte ». Non, il est clair que ces effets sont au moins du même ordre de grandeur que les émissions de CO2. Alors après, on voit des chiffres x3, x4, x2, etc. Ça, honnêtement, on n'en sait rien. Et à la limite, on s'en fiche. On sait que de toute façon, c'est au moins du même ordre de grandeur que les émissions de CO2. Donc il faut s'y intéresser au moins du même ordre de grandeur que les émissions de CO2. Et donc, on travaille énormément. On a actuellement un gros projet qui s'appelle Volcan, d'ailleurs, dont le leader est Airbus, où on fait voler depuis c'est un projet qui a commencé il y a 3 ans, 4 ans maintenant. On fait voler quasiment tous les jours là, un 321 équipé des moteurs LEAP CFM, avec un avion suiveur fourni par le DLR, pour justement mesurer cette traînée de condensation avec différents types de carburants. Il y a Boeing qui a annoncé il y a 15 jours les essais sur l'éco-démonstrateur, encore avec un moteur LEAP. Victime de son succès. Oui, enfin... À côté, il y a un gros projet qui a été mené par le DLR, notamment qui s'appelle Eclipse, avec Rolls-Royce. Enfin, voilà. De toute façon, sur ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont en dehors de notions de concurrence. Hein. Bien sûr. Voilà, on a un groupe de travail qui s'appelle le CTO Forum, qui réunit les CTO, les directeurs techniques, pour simplifier, des 7 principales sociétés aéronautiques, hein, Dassault, Airbus, Boeing, Safran, Rolls, Pratt, GE, voilà. Et le sujet qui nous tient actuellement, c'est ce sujet des effets hors CO2. On avait encore une réunion cet après-midi sur ce sujet-là. Voilà. Comment est-ce qu'on collabore ensemble? Comment est-ce qu'on partage les données? Comment est-ce qu'on avance ensemble? Parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous et qui est au cœur de nos préoccupations. Et est-ce que ça fait partie aussi des préoccupations pour l'aviation militaire? Est-ce qu'il y a des projets d'intégration de SAF dans les avions militaires? On en est où sur ce sujet-là? T'as peut-être pas le droit de nous en parler. Hein, mais... Non, mais on n'a pas le droit d'en connaître, peut-être. Non, de toute façon, le domaine militaire doit forcément être pris en compte dans ces sujets-là. Parce qu'en fait, le militaire, c'est l'utilisateur ultime du carburéacteur. Parce qu'en fait, on a, notamment au niveau de l'OTAN, on a ce qu'on appelle la politique de carburant unique. C'est-à-dire que les militaires, lorsqu'ils sont en opération extérieure, n'utilisent qu'un seul carburant, qui est du carburéacteur. Donc, s'assurer de la compatibilité de l'ensemble des matériels, qu'ils soient volants ou au sol, avec ces nouveaux carburants, c'est fondamental.
C'est fondamental. Pour ces raisons d'opérabilité, il est absolument inenvisageable qu'un jour on se rende compte que les carburants civils ont évolué et que les matériels militaires ne peuvent pas utiliser ces nouveaux carburants. Ça, c'est absolument inenvisageable. Et deuxièmement, il faut quand même aussi rappeler qu'il y a un certain nombre de réseaux de pipes, de distribution de carburant, de pipeline, de kérosène en Europe qui sont opérés par l'OTAN. Certains aéroports civils sont alimentés par ces pipes. Si le domaine militaire ne permet pas l'utilisation de ces carburants durables, ça veut dire que ça impactera directement ça. Et puis en plus, derrière, je vous parlais tout à l'heure de ces carburants qui pourraient réduire et traîner les effets hors CO2. Forcément, le domaine militaire, si on parle un peu de réduction de particules, etc., signature infrarouge, il y a plein de choses qui jouent là-dedans. Donc oui, les militaires sont extrêmement engagés là-dessus, et notamment le service de l'énergie opérationnelle. Donc anciennement, vous connaissiez peut-être le service des essences des armées. Donc maintenant, c'est le service de l'énergie opérationnelle, parce qu'en fait, c'est plus uniquement des carburants, c'est une énergie au sens large, et pleinement mobilisé là-dessus. Les aéronefs, les approvisionnements militaires contiennent déjà des SAF actuellement. C'est-à-dire que le ministère des Armées a pris les devants, en disant même avant le domaine civil, ils ont commencé à acheter ces carburants-là et à les mettre sur le marché. Et puis après, il y a tout un travail de validation, avec notamment le soutien de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui nous permet de travailler sur ces sujets-là et d'avancer. Et de toute façon, le domaine militaire sera au rendez-vous, ne peut pas se permettre de ne pas être au rendez-vous de toute façon. Je pense qu'on tient notre mot de la fin. Merci Nicolas. Je vous en prie. Merci pour cette clarification sur ce sujet qui est quand même assez complexe, qui est celui des SAF. Ça nous a permis de tout dégrossir. Tout à fait, mais dans tous les cas, tu nous quittes pas tout de suite, donc si vous avez encore des questions dans le chat, Avec plaisir. N'hésitez pas. Et je propose, si la technique est prête, de passer sur le quiz. Il me semble que Alexandre nous a préparé un petit quiz de culture générale aéronautique. Alors n'hésitez pas à participer aussi via le chat, j'ai les yeux rivés dessus. Donc le temps qu'il nous lance ça. On a déjà le bandeau. C'est parti. On n'a pas les questions. Suspense. La première question. Okay. Alors, je la lis pour ceux qui nous écouteraient en audio, en replay. En quelle année a été fondé l'Aéroclub de France ? Donc, institution dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors, je connais la réponse. Alors, est-ce qu'on peut avoir les questions en plein écran, s'il vous plaît ? Histoire de mieux les lire. Voilà, c'est parfait. Incroyable. Ils sont forts à la technique. Impressionnant. Une idée, Nicolas ? T'es dur avec moi. Là, direct, j'attaque. Non, c'est que je pense que... Je pense que j'ai la réponse aussi. Voilà, on connaît bien l'aéroport. Vas-y. 1897 Ouais. J'ai peur de dire... J'avais 98 en tête, donc 97 s'en approche. J'étais sur 95. Première réponse, bon. Le chat a répondu à tout hasard ? Le Non chat a répondu, oui. MD Carioca qui a dit 1897. Ah, tout à fait. Bravo. on aura notre aide si besoin. Bien joué. Alors, question 2 sur 10 à la fin de Top Gun Maverick. Voilà. Combien de victoires aériennes possède Pete Mitchell ? J'ai presque honte de ne pas connaître la Ah là réponse. Alors, j'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Attends. Ouais, je dirais 5. Ah oui ? Ouais. Moi, je dirais 6. Mais... Parce qu'il y en a. Je miserais Sur sur quel 6 fondement aussi. Quels sont vos... Non, mais entre les deux épisodes, donc... Ouais, je dirais 2, tu sais, au milieu du film, et à la fin, là, quand il redécolle de manière un peu improvisée, je crois qu'il en a une. Un peu improvisé. Non, je sais plus. Ouais, je dirais 5, mais je sais 5 pas. 5, ok. Tu Bon, peux il y a dire six la si team t'as 5, la team 6. Ouais, bien joué. C'était Bien joué, cinq. c'est la Bravo, team 5 bravo. qui l'emporte. Bravo Antoine. Question 3. Combien d'aubes de soufflante possède un moteur LEAP ? Voilà, Ah, ça, je peux répondre directement. je me tourne vers le côté de la table safran. Ça, en plus Et de moi mon aussi. service. Eh ben oui, il y a 18 au fans. Tout à fait. D'accord. J'en avais Tu pas confirmes le droit. 18 bonnes réponses. Question Merci 4. Alexandre. Facile celle-là. Quel est le premier Airbus à voler à 100% SAF ? Celle-là, je l'ai. Oh, je l'ai. Moi, Du coup, j'ai peur de dire une bêtise, c'est le 319 Neo en 100% 319 SAF. Neo. Et j'aurais dit ça naturellement. Je suis pas persuadé qu'on n'ait pas fait un vol en 350 avant. Mais voilà, il y a eu En quand 100%, même... Il y a eu des démonstrations. Il y a eu des démonstrations, pas mal de démonstrations, notamment il y a le 380 qui sert à beaucoup d'essais sur lesquels on va faire les essais hydrogène, etc. En fait, il y a tout un foisonnement d'essais actuellement. Je suis pas persuadé que le 319 Neo soit le premier. Bon, je à donne ma langue au 100% chat, alors. SAF. Premier et 100%, 100%. ça va jouer là-dessus. Ça se 100%. joue à pas grand chose. Ça se joue à pas c'est- grand chose parce que. Là, j'irais bien à 350 quand même. J'aurais bien. Alors, je vous laisse la main.
m'en je sais rappelle. Moi, deux cœurs, ouais. Voilà. on a dit 350. Ouais. Je suis déçu. Voilà. C'est les projets avec Cliff dont je parlais tout à l'heure. D'accord. D'accord. Donc, c'est bien ça. Avec Rolls. Il y en a 350. Et alors de l'Airbus. Quelle est l'envergure de l'Antonov 225? Ouh là là. Quel était Moi, Quelle était quelle était techniquement quelle était l'envergure? instinctivement, je prendrais la plus grande. Oui, 90. Je dirais 88 parce que c'est toujours la Parce deuxième que c'est plus touchy. grande. Ouais, parce que c'est touchy. Ah, Ah, je reste sur mon 88. un petit Sarah, chiffre rond, 90. ça aurait du panache quand même, un petit 90 mètres. Et c'était Ouais, bon, 88. voilà. C'est la règle des QCM, c'est toujours la deuxième. Ah, il est trop stratège. deuxième. Je trouve qu'ils aiment bien la question C, quand même, la réponse C quand même. La réponse c'est ouais. Je vais Attends, il va ça. vite changer les réponses, on va être perdu après. Combien de porte-avions y a-t-il dans l'US Navy? Là, Alors, j'abandonne. Alors, moi, je dirais le chiffre le plus grand, pareil. Hein, mais... Ah bah, du coup, je vais dire le deuxième moins grand. Le Le deuxième 14. plus grand, le 14. Ouais, est-ce qu'il y aurait- Réponse C, en plus, ça match. Ouais. un petit. Ouais, non, pas convaincu. Moi, je dirais bien 16. Hein. Ils font tout en grand quand même. Moi je dirais 11, mais après, Le- vraiment un hasard. Bah, le 11 ouais. est un chiffre qui me parle, mais je dirais quand même 16. Ouais, Pour le principe. pour le principe. Et c'était Ouais, le mais 11, c'était bien le Fiochet, 11. Eh bien, comme quoi. heureusement qu'on invite quand même des personnes et qu'il n'y a pas que nous. Hein. Sinon, on aurait tout faux. Question 7. Lequel de ces acteurs n'a pas de licence de pilote? John Travolta, Tom Hanks, Angelina Jolie, Morgan Freeman. Oh. Alors, John Travolta, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Tom Hanks, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. C'est en fait. sûr Ah. Ouais. Hein, Tom Hanks. Après, Ah, ça pourrait. Ça si, me je surprendrait pas. Ça me Je surprendrait pense que pas. si. Morgan Freeman, ça me surprendrait pas non plus. Ah ouais. Alors, j'hésite entre Tom Hanks et Angelina Jolie. Ah, moi, je pense que Morgan J'ai Freeman, pas, j'ai pas envie je de le vois voter pas. pour Angelina Jolie. Moi, je vais voter Tom Hanks parce que. Ah, je vais voter Morgan Freeman. Ok. Le chat, Ah ouais. peut-être Le chat, oui, le chat. Morgan. Le chat nous dit Hanks ou Morgan. C'est-à-dire qu'on Nicolas, a Tom Mais Hanks, c'est- ouais, c'était Tom Hanks. Tom Hanks. Aïe, aïe, aïe. Donc Angelina a bien une Angelina, licence de d'accord. Après, c'est Décidément. c'est peut-être un simple PPL, elle a peut-être pas sa Un sa simple calibre PPL. 747. Ah, ça, pilote. oh là là. Chacun son niveau. Hein. J'ai dit peut-être. Ah. Un Non, mais simple John Travolta PPL. qui pilote lui-même son 700. je sais plus Quel Ah, Boeing il a. Ah, puis sa maison est impressionnante avec Voilà, la piste, sa enfin les maison images. est- ouais. Ouais, je pense qu'on a tous en tête. Ouais. Donc alors, question 8 en France. Combien d'interventions de police du ciel se sont déroulées en 2018? 98, 145, 202 ou 331? Là, Alexandre, faut que t'arrêtes avec tes questions. Là, c'est de la torture. Il va aller chercher loin. Hein. Ouais, il va aller chercher loin. Alors, combien Déjà, l'ordre de grandeur ne me parle pas du tout. Absolument pas non plus. Ouais, tu m'aurais dit de donner un chiffre, j'aurais donné moins d'une centaine par réflexe, mais. Ouais, enfin. Moins d'une centaine Bah, je sais pas. les DR Qu'est-ce qu'il peut y avoir Bah, des DR400, enfin des rafales qui se mettent à côté d'un DR400, on en voit Oui, pas ça non plus c'est tous pas les tous les jours. vendredis, on est d'accord. Un avion russe en mer Voilà, Oui, en bah, Baltique, il n'y en a pas non plus tous les Ah, jours. Après, après- on ne sait pas tout non plus. Voilà, oui, on sait pas tout. Puis il peut y avoir aussi de l'accompagnement le long de nos frontières. Ouais. C'est pas forcément une interception. Ouais, il y a de l'outre-mer aussi. Ouais, il y a l'outre-mer. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi Ouais, je vais voter 100. 145. Ah, Ouais, c'est encore le les 145 aussi. Ouais. Allez, 145, unanime autour de la unanimité. table. Ah, 300. 331. Ouais. Ah, bon, C'est Une énorme. intervention par jour. C'est Alors, énorme. Il Oui, chôme c'est ça. pas. hein. Ça Je pourrait sais être pas. une chronique de Monsieur Alexandre quand même, parce que je serais curieux de savoir Il va comment ça falloir serait qu'il nous parti. explique ça, ouais. 331, bah ouais, il y a 331 interventions, j'espère qu'ils vont passer au SAF quand même, parce que ça fait du carburant consommé. Quel est le deuxième Français à avoir volé sur MiG-25? Alors là, Pire en pire, hein, là, franchement. Charles de Gaulle, et Nicolas Hulot. C'est le mérite. Alors, Le deuxième en plus. le deuxième Français à avoir piloté un MiG-25 ou alors c'est- avoir volé sur Ouais, MiG-25? ouais, voilà, ouais. Il n'y a pas Catherine Monory dans la liste. Voilà, on a trouvé un avion qu'elle n'a pas fait. Ah oui. MiG-25. Je vous invite à aller voir notre première émission si vous voulez voir notre référence. Je l'ai casé. Pff, En même temps, c'est suspect qu'il y ait les deux qui n'ont rien à faire là. moi je dirais Jean-Loup Chrétien. Ouais, moi aussi. Oui, Ouais. bah oui. À tous les coups, c'est le premier et pas le deuxième. Et Ou c'est le troisième. Enfin, bon. allez. Le chat. Nicolas- Le chat nous dit Nicolas Baudry. Hulot. Ah d'accord. Nicolas bah, Nicolas Hulot. C'est pour a ça volé que c'est sur Mig, suspect hein. que c'est deux Ouais. personnes qui n'ont rien à faire là. donc même le chat s'est trompé, qui avait voté Baudry. Et non, c'est Nicolas Hulot. Il n'y a peut-être pas de SAF dans ce MiG-25. quand- Non, c'est sûr. Mais du coup, oui, il va nous falloir les explications à un moment, Alexandre. Ouais. Je lance un appel. Le contexte. Et donc, question 10. Quelle est la consommation d'un SR-71 avec la post-combustion? On Ça- sent le militaire. hein, quand même. Ça doit être Ouais. ignoble. Ça doit être ignoble. 40 tonneurs. Je sais pas si je dirais ignoble. C'est un bel avion. C'est un très bel avion, mais ça Avec doit la être post-combustion, le ignoble. 46 tonneurs. Ouais. Et
Pas impossible. Non, 46 000 litres, ça fait 40 tonneurs, ça fait quand même beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et je connais pas du tout son endurance. Donc, Moi, je dirais 22. Je botte en touche, 22 là. 000 litres. Moi je dirais 30. 22, 30 000 litres, ouais, ça fait Est-ce que c'est encore la réponse je C? suis optimiste, Est-ce que je vais dire 18. C'est Allez. Ouais, une vingtaine de tonnes, 20 tonneurs. Et c'était 30. Eh ben, bien joué. Ouais, bien joué. L'ordre de grandeur était là. Ouais. Et ben merci, c'était la dernière question. Merci beaucoup Alexandre et merci Nicolas d'avoir participé et tous. Merci également au chat. Et ben c'est l'heure de la dernière chronique et de celle d'Antoine. Alors tu C'est nous parti. as vendu des bateaux et de l'aéro. Donc à ton tour. Alors, c'est le moment. Effectivement, quand on parle d'avion, on pense immédiatement au monde de l'air, la grande liberté d'évoluer vers l'horizon. On pense aussi à ce fluide, l'air qui, utilisé avec ses magnifiques profils aérodynamiques que sont les ailes, permettent de faire s'élever des appareils plus lourds que l'air. C'est la définition d'un avion. Mais l'horizon, la liberté, c'est des images qui sont aussi valables pour un autre fluide, l'eau et un autre type de véhicule. Et ben oui, on l'a déjà dit, je vais parler des bateaux. C'est deux mondes qui me tiennent particulièrement à cœur, et donc je vais revenir sur quelques points communs et sur les interactions fortes entre ces deux milieux. Je vais commencer avec un premier point historique, avec tout d'abord cet aéronef particulier qui est l'hydravion. Et oui, dès les débuts de l'aviation, le besoin et l'envie de décoller depuis une étendue d'eau se sont fait sentir. On attribue le premier vol motorisé aux frères Wright en 1903, et bien à la même époque, en 1905, il y avait le premier vol d'un aéronef depuis une étendue d'eau. C'était un hydroplaneur. Donc vous en avez une image à l'écran. Donc hydroplaneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hydravion qui était remorqué par un puissant bateau devant lui. Et cet hydroplaneur a été conçu par Gabriel Voisin et qui a servi à expérimenter de nombreux appareils qui ont ensuite permis le développement d'une des plus premières industries aéronautiques en France, l'industrie des frères Voisin. Alors un petit fun fact, la personne qui a soutenu et financé ce projet, c'est Ernest Arcdec, qui n'est autre que le cofondateur de l'Aéroclub de France. Voilà, je vous rappelle qu'on est dans un lieu assez historique, le bureau de Louis Blériot, et le cofondateur de l'Aéroclub de France qui a financé ce beau projet. Par la suite, l'hydravion a connu de belles heures avec par exemple la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud par Mermoz dans le cadre de l'aéropostale. Alors, petit tour de table, à votre avis, c'était en quelle année cet exploit de la traversée de l'Atlantique Sud en hydravion? Avec l'image, vous avez Mermoz à l'écran et c'est l'appareil qu'il avait utilisé. 1927. Au pif. Ouais. Dans l'aéropostale, si vous avez une idée des dates de l'aéropostale, oui, ça peut c'est aider. oui, 28 que Marcel Houillou-Lafont rachète, un truc comme ça. 27 Ouais, 33 c'est- à Et l'aéropostale. 33, Ouais. voilà, 33 c'est Air France. Alors, à votre avis, à un moment, le bateau Mais était 29, juste. 28. Ok. 28 28. Ouais, 28, allez. Et ben, c'est 28. C'est 1930. Pendant on était pas tous loin. les. Exact. Non, mais très bien, c'était vraiment pas loin. Pendant un bon moment, c'était transporté donc jusqu'en Afrique par les avions, mais après, et 4 jours de bateau, puis l'Amérique du Sud. Mais cette liaison par avion, c'est à partir de 1930 avec cet exploit de Mermoz. Alors, cette traversée me permet de rappeler que les exploits des pionniers de l'aéronautique sont intimement liés à ces traversées d'étendues d'eau qui étaient redoutées des aviateurs. Tous les passionnés ont en tête la première traversée de la Manche par Blériot en 1909, la traversée en solo de l'Atlantique Nord par Lindbergh en 1927. C'est vraiment des exploits qui sont ancrés dans l'histoire aéronautique. Donc voilà, on retient beaucoup ces exploits et ces réussites, mais il y a aussi beaucoup de tentatives qui ont échoué, avec des traversées de mer et océan qui ont entraîné des drames, avec les disparitions en mer d'aviateurs célèbres. On peut citer Mermoz, Saint-Exupéry, et aussi Amelia Earhart, bien sûr, lors de sa tentative J'allais dire, et l'aviatrice. Ah non, mais évidemment, lors de cette grande aviatrice, lors de sa tentative du tour du monde qui a disparu en mer, du coup. Donc voilà, il y a des grandes réussites et ça a toujours été un gros challenge pour les aviateurs, traverser des étendues d'eau, comment on fait, naviguer, tous les dangers que ça représente au niveau de la météo. Donc voilà un de mes premiers liens entre l'aéronautique et le milieu maritime. Pour finir ce petit point historique, quelque chose d'un peu plus léger que les drames, il y a beaucoup de similarités entre les avions et les bateaux. Déjà la navigation et certains termes, le port, on a fait les néologismes aéroport, ça n'existait pas il y a à peu près un siècle. Ça a été créé pour, voilà, on s'est dit on va faire les aéroports pour les avions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans le langage courant, on s'en rend même plus compte, mais ça montre le lien intime de la mer et de l'aviation. Alors après ce point historique, je vais parler en quelques mots de points un petit peu plus courts. Alors tout d'abord l'aspect commercial. Tout le monde connaît le Titanic, un paquebot de 2500 passagers qui a fait naufrage en 1912. Donc à l'époque, 1912, c'est les balbutiements de l'aviation. Il y avait des bateaux qui transportaient 2500 personnes pour traverser l'Atlantique sur des grandes distances. Et à partir de 1950, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, le transport par l'avion, on n'était plus du tout sur les balbutiements. On a commencé à avoir les premiers avions long courrier qui transportaient de plus en plus de passagers.
Et donc, naturellement, ce transport de passagers s'est fait de plus en plus avec les avions, de moins en moins par les bateaux. Par contre, les bateaux ont continué de se développer énormément avec le transport de marchandises, qui est aujourd'hui vraiment essentiel à l'économie actuelle mondiale. On a besoin des bateaux, sinon tous les produits que vous avez autour de vous ne pourraient pas arriver. Alors, suite de cette chronique, la mer et le transport maritime peuvent aussi servir au secteur aérospatial. Comment ? Eh bien, c'est un moyen de réduire les émissions pour le transport des pièces destinées à l'assemblage, que ce soit des avions, d'Airbus par exemple, qui annonçait un projet de bateau, donc c'est pas vraiment des voiles, c'est des turbines éoliennes pour 2026, donc transporter des pièces sur Atlantique avec un bateau qui pollue beaucoup moins. Et vous pouvez voir à l'image ce projet d'Ariane qui a été mis à l'eau il y a très peu de temps, Canopée, donc un paquebot avec des grandes voiles qui permet de réduire fortement la consommation et emporter Ariane vers Kourou, depuis l'Europe jusqu'à Kourou, en polluant beaucoup moins. Donc voilà, transport maritime, aérospatial, même pour le transport, ça sert. Je vais parler rapidement du militaire. Donc s'il y a bien un monde qui reflète la proximité de l'air et de l'eau, c'est l'aéronaval, bien évidemment, avec notre porte-avions national que vous voyez à l'écran. Il y a des bâtiments bien connus du grand public, comme ce porte-avions, mais aussi les porte-hélicoptères, qui sont un peu moins médiatisés, qui font partie de cette composante de la marine, forte en tradition. Il y a vraiment des marins qui volent, et rien que ça suffit à illustrer mon petit parallèle entre le monde de la mer et de l'aérien. J'en profite aussi pour citer Éric Tabarly, qui est un marin très célèbre, qui s'était engagé comme pilote dans l'aéronaval dans les années 50, et toute sa vie, tous les prototypes de bateaux qu'il a développés, il a utilisé ses connaissances aéronautiques et toutes ses heures de vol qu'il a pu faire dans l'aéronaval pour développer des projets, des bateaux toujours plus fous, et avoir toujours plus d'ambition dans ses projets. Dernier point de ma chronique, on va passer à la technique. Pas trop de technique non plus, il faudrait pas que tu nous perdes. Oui. À petite dose, promis. À petite dose, je vous promets, c'est la fin de l'émission, je veux pas vous perdre. Donc je voulais juste mettre en valeur le partage de technologies entre ces différents secteurs. D'abord, il y a différents besoins communs. La navigation, qui a donné lieu à divers instruments comme les GPS, entre autres bien sûr, mais qui servent à la fois pour le maritime, à la fois pour l'aviation. Il y a des besoins de connaissances météo qui ont donné lieu au développement d'outils qui servent pour les deux secteurs, que ce soit des outils d'observation mais aussi de prévision. Bref, ce qui sert à un secteur sert aussi à l'autre. Au niveau de la conception, il y a une chose qui est vraiment pas du tout en commun. Voilà, on a parlé de Safran aujourd'hui, mais la propulsion, c'est vraiment des choses assez différentes, bien que vous parliez de choses communes au niveau des carburants durables. Mais c'est sûr qu'on va pas mettre un réacteur d'avion sur un bateau. Par contre, pour la structure, en particulier pour le composite... Excellente idée. Pour la structure et au niveau du composite, les échanges sont nombreux. Avec tout d'abord les bateaux de course à la voile, qui ont profité des technologies composites développées pour l'aéronautique pour rendre les avions plus légers. Mais l'inverse est aussi vrai avec l'exemple d'Elixir Aircraft. Donc Arthur Léopold Léger, un des cofondateurs d'Elixir Aircraft, a fondé cette start-up après sa carrière de navigateur pour appliquer ce qu'il avait fait sur des bateaux de course assez petits, donc les Mini 650 entre autres, à l'aéronautique. Il s'est dit, il y a des procédés qui marchent super bien pour les bateaux, j'aime bien l'aéronautique, et je vais les utiliser pour faire des petits avions d'aéroclub, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est vraiment intéressant de voir toutes ces technologies, ces échanges qui permettent d'aller plus loin en communiquant et des personnes qui passent d'un secteur à l'autre au gré des passions. Bon, pour finir cette chronique, je ne pouvais pas parler de voilier de course, sans mentionner les foils, je vous spoil. Donc foil, là tu nous as perdu. Ah oui, bon, petit détail, donc les hydrofoils, c'est tout simplement une aile qui, au lieu de se déplacer dans l'air, va se déplacer dans l'eau, et comme une aile apporte de la portance à un avion, ça va permettre à un bateau d'avoir de la portance, de s'élever au-dessus de l'eau, et donc d'avoir moins de traînées, réduire tous les frottements qu'il y a entre la coque et l'eau, et donc moins de frottements, moins de traînées, on va plus vite. Donc à l'image s'affiche un des premiers voiliers à foil, l'hydroptère d'Alain Thébault, qui a été développé sur une idée d'Éric Tabarly. Et ce voilier a obtenu le record de vitesse à la voile en 2009 de 51 nœuds. Donc vous vous rendez peut-être pas compte par rapport aux vitesses aéronautiques, mais 51 nœuds sur l'eau, c'était énorme. Et donc oui, pour finir cette chronique, des voiliers qui volent. Et le plus intéressant dans ce projet, c'est que c'est Airbus et Dassault, donc c'était plutôt EADS à l'époque, qui étaient fortement investis dans ce projet. On a par exemple, comme petit nouveau fun fact, des suspensions sur ces foils qui étaient inspirées du Rafale. Donc voilà, sur un bateau, on a mis des pièces d'un avion pour arriver à avoir quelque chose de performant. Bon, pas tout à fait, c'était adapté, mais dans l'idée, ils auraient utilisé ce qui était fait sur le train d'atterrissage du Rafale pour amortir les efforts vus par ces foils. Et Airbus avait participé sur l'aérodynamique, le design du bateau en composite. Voilà, vous pouvez voir, c'est un bateau assez magique, donc en lien avec la beauté des avions.
Et voilà, pour ceux qui s'intéresseraient à la voile, le foil a eu ensuite un essor phénoménal de l'America's Cup au grand public en passant par la course au large. Et ce sont bien donc des ingénieurs associés à des inventeurs associés à des ingénieurs aéronautiques qui sont à l'origine de cette aile qui se déplace dans l'eau. Donc voilà, vous pouvez voir une image de la Transat Jacques Vabre, donc avec ce petit historique, vous pouvez regarder en âme et conscience la Transat Jacques Vabre qui se déroule actuellement, avec ce magnifique départ des ultimes en volant. Ou les régates de la Coupe d'América, où on Bien se sûr. demande si c'est des avions ou des bateaux finalement. J'ai hésité à mettre une photo, en plus Airbus est sponsor de... J'ai hésité, mais vous pouvez aller voir ces magnifiques bateaux que sont les bateaux de l'America's Cup, bien sûr. Merci beaucoup Antoine, et puis coup de chance quand même, notre invité est aussi un passionné de voile apparemment, Oui, donc, Exactement. donc Tout à fait. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises, ça vous d'aller. C'est passionnant. C'est hyper intéressant, ça donnerait presque envie de passer le BIMER en plus du BIA. Eh bien écoute, ça sera le transfert des passions. Bah, merci encore. Et donc Clara, pour terminer un petit peu avec la maltraitance de notre invité, Oui. Oula. Non, ça va bien se passer, promis. c'est le petit quiz. Le quiz final, donc il me reste encore un petit lot de questions, Allons-y. précisément. 8 L'idée, questions. c'est que je vous énonce 2 mots, 2 propositions, 2 choix différents. Vous me dites l'un, l'autre, On se ou les tutoie plus 2. maintenant Je sais pas pourquoi. c'est la fatigue de faire l'émission. La rechute. C'est la rechute. Non, donc tu me dis l'un, l'autre ou les deux, D'accord. de la façon la plus spontanée qui soit. Allons-y. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Donc enseignement ou vulgarisation? Enseignement. J'aime pas trop le terme vulgarisation. Enseignement. Aviation électrique ou hybride? On n'a pas dit que c'était facile. Les deux. Les deux. Les deux, en fonction de l'application, les deux vont être nécessaires. Expert ou pluridisciplinaire? C'est pas du tout antinomique. C'est pas Bonne du tout réponse. antinomique. Bien joué. Donc les deux. Les deux. Moteur caréné ou open rotor? Pas le droit de dire les deux. Hein. Ouais. Non caréné, bien entendu. Ouais, open rotor. Je rebondis là-dessus. Rise ou lip? Bah, les deux. Les Les deux. deux. On a le Elles sont moteur dures, actuel et le moteur du futur, donc les deux, forcément. SAF ou hydrogène? Les deux aussi. Les deux. Je dirais les deux quand même si, bon, bien entendu, je pense que vous avez compris que mon cœur balance vers les SAF, mais je pense que les deux vont être nécessaires. Recherche fondamentale ou application pratique? On tranche, ce coup-ci, on tranche. Alors, je dirais application pratique, parce que quand même, c'est la vocation quand même d'un groupe comme Safran, donc voilà, on est là pour délivrer des nouveaux produits, et donc cette application, elle est nécessaire. Voilà, maintenant d'un petit côté personnel, voilà, je suis chimiste à la base, donc ça fait toujours très triper des recherches un peu en rupture comme ça. Donc on tranche à moitié. Non, mais en tant que groupe Safran, de toute façon, voilà, Oui. c'est pas notre rôle de faire la recherche fondamentale, même si on a des sujets qui sont quand même très, très amont. Mais voilà, c'est avec des partenariats. Il y a des gens qui savent sans doute faire ça beaucoup plus que nous, beaucoup mieux que nous, des académiques, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de faire quand même de la recherche appliquée et de développer des produits. Et la dernière, biomasse ou synthèse? Biomasse, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Mais il me reste encore une question. Ah. Parce que, genre, on en a parlé au début, je suis très curieuse. En quoi ça consiste d'être militaire de réserve au sein du service des énergies opérationnelles? Comment on rentre? Comment on devient réserviste? Très brièvement, Qu'est-ce en quoi que ça c'est consiste? Ça m'intrigue beaucoup. Alors, je ne peux que conseiller à toute personne, et notamment des jeunes comme vous, de tenter cette expérience, parce que c'est quelque chose de tout à fait unique. Je n'ai absolument aucun background militaire, absolument aucun. Je n'ai pas fait mon Donc service c'est pas un militaire. prérequis pour Non, rentrer dans la absolument réserve. pas. Je ne suis pas d'une famille de militaires ou quoi que ce soit. J'avais des liens très, très forts avec le service des sciences des armées pour deux raisons. Parce que j'avais des laboratoires, quand j'étais à l'IFP, qui étaient assez en lien avec le laboratoire de Marseille, des services des sciences des armées, notamment tout ce qui est moteur CFR, ça vous dit rien, mais les mesures d'indice d'octane, d'indice de cétane, etc. Mais également parce que depuis plus de 20 ans maintenant, j'enseigne
à l'école des pétroles et moteurs, et tous les officiers du SEA passent forcément par cette formation-là. Donc je les ai tous eus en tant qu'élève, et le futur directeur du SEA, le général Margotin, est un de mes anciens élèves, c'est un peu ma fierté. On comprend. Et donc lorsque j'ai rejoint le groupe Safran, je trouvais très dommage de perdre ce lien, parce que voilà, l'institution militaire est quand même c'est quelque chose de magique. Et de façon un peu anecdotique, j'ai eu un parrain entre guillemets très particulier, parce que c'était le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, qui lorsque il est venu pour l'inauguration du centre d'expertise pétrolière interarmée au laboratoire de Marseille, de façon impromptue, on a discuté, j'ai parlé un peu de mon profil, et puis c'est là qui m'a dit waouh, vous avez qu'à devenir réserviste. Je lui ai dit mais réserviste, je suis pas militaire. Il dit c'est pas grave, on a besoin de gens comme vous, venez. Et donc j'étais recruté comme officier spécialiste, et auprès d'abord du service des sciences des armées, puis maintenant du SEO, où en fait j'ai des missions assez variées. Je fais pas mal d'enseignement, j'ai fait des audits de qualité au laboratoire, je participe à des groupes de réflexion sur la prospective énergétique, voilà. Et c'est extrêmement intéressant de confronter la vision industrielle avec la vision militaire, donc un peu de passer de l'autre côté de la barrière, pas les mêmes contraintes, etc. Finalement, j'ai la chance d'avoir quasiment les mêmes missions chez Safran et en tant qu'officier de réserve au SEO, sauf que la vision n'est pas du tout la même, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes, etc. Et voilà, ça permet de se nourrir de ça. Ça permet, je pense, j'apporte quelques éléments au ministère des Armées via l'expérience que je peux avoir dans le civil. Et en tout cas, moi, j'en retire énormément. Donc franchement, n'ayez pas peur. C'est une expérience, c'est vraiment une expérience particulièrement enrichissante. Bon. Bah, merci Ok, beaucoup, merci. moi ça me motive un peu. Voilà, appel à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent également. Et alors la tradition, c'est en train de devenir une tradition, on va faire un petit tour de table des recommandations culturelles, ou voilà, culturelles en lien avec l'aéronautique, majoritairement. Donc on terminera par toi, Nicolas, le temps de te laisser un peu le temps de réfléchir. Clara, je te propose de commencer. Eh bien, je commence. Alors, donc, ma recommandation pour cette émission, c'est le ciné-concert qui va avoir lieu le 10 février 2024, donc le 10 février prochain, au Grand Rex à Paris, avec l'orchestre de l'air et de l'espace, donc l'orchestre de l'armée de l'air et de l'espace, en fait, qui va interpréter 20 musiques issues de films aéronautiques et spatiaux, en fait, donc First Man, par exemple, Top Gun, évidemment, Star Wars, Aviator, mais aussi, et c'est là que moi j'ai un gros coup de cœur sur l'événement, Interstellar. Donc, je suis absolument fan de la BO, et je suis pas la seule, elle est signée Hans Zimmer. Et donc c'est le 10 février prochain au Grand Rex. Je sais pas trop s'il reste des places, j'espère qu'il en reste parce que j'ai pas encore pris la mienne, mais je pense que ça vaut le coup du détour ou du voyage à Paris. Voilà. Eh ben merci Clara. Musique ce coup-ci. C'est ça. Très intéressant. À ton tour Antoine. Ben moi, je vais vous parler du musée du château de Savigny-les-Beaunes. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer, que ce soit sur la route des vacances, sur la 6, ou alors pour une raison X ou Y aux alentours de Beaune, ce musée qui est l'œuvre de Michel Ponce est assez incroyable. Vous arrivez, vous avez une centaine d'avions de chasse perdus au milieu des vignes. Donc je vous recommande vraiment, c'est pas un musée original, un musée classique pardon, comme le Bourget, vous allez avoir beaucoup d'explications pour chaque avion. Non, vous avez les avions, vous êtes vraiment au pied, vous pouvez vous balader tout autour, voir beaucoup de choses, et il a collecté au fil des années, 1, puis 2, jusqu'à avoir 100 avions de chasse, que ce soit des avions aux quatre coins de l'Europe. Il y a des MiG, il y a bien sûr des Mirage, des Fouga, voilà, beaucoup d'avions de chasse, et c'est vraiment entre autres collections, il y a beaucoup de choses, il n'était pas passionné que d'avions. Et voilà, je recommande ce musée, assez insolite, et ça vaut vraiment le coup. Voilà, pour tous ceux qui passent pas loin, effectivement. Voilà. Tu dis route des vacances, mais route du vin aussi. Bien sûr, puis même en Bourgogne, hein, n'hésitez pas à aller en Bourgogne, c'est sans aucun biais que c'est une très belle région, n'hésitez pas. À peine. Trop honneur pour toi, ça. C'est trop honneur pour moi. C'est ça. Et ben, ma recommandation, moi, c'est un podcast qui a été lancé il y a quelques années par des étudiants de l'ENAC qui s'appelle l'Expérience Shiban. Et ils invitent en fait des pilotes qui viennent parler en fait de leur expérience de pilote. Alors ça va être des pilotes de ligne, des pilotes militaires, des pilotes de brousse, enfin vraiment plein de types de pilotes qui viennent parler de leur expérience. C'est super intéressant. Et c'est disponible en rediffusion sur la majorité des plateformes de podcast. Donc allez écouter. Il y a des très très bons épisodes. Comme ça, ils peuvent écouter Ground Frequency, puis Voilà, Expérience Shiban. tout à fait. On est aussi sur toutes les plateformes, bien sûr. Évidemment. Et bah, à ton tour, Nicolas.
Bon, je vais pas vous faire la publicité pour le musée Safran à Villeroche, hein, Ce serait mais facile. voilà. Deux éléments, bon, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais l'exposition Les années folles de l'aviation au musée de l'art et de l'espace est quand même assez exceptionnelle. Voilà, vous voyez tout à l'heure les photos que tu montrais, voilà, c'est une exposition qui retrace un peu justement toutes ces histoires de pionniers de l'aviation avec pas mal d'anecdotes et choses comme ça. Et bon, et regardez le site, il y a régulièrement des événements autour de ça. Tu parlais d'un ciné-concert, il y en a eu un la semaine dernière justement autour de ça. Donc cette exposition voilà, les années folles de l'aviation au musée de l'art et de l'espace, je peux que le conseiller. Alors un autre truc complètement en dehors de l'aviation, l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise au musée d'Orsay est tout simplement magnifique. D'accord. Ah bah, Donc, c'est bon à savoir. Très, très, très bon à savoir. C'est bien d'ouvrir un peu les horizons. Exactement. Eh Merci. ben, merci encore, Nicolas, pour ta présence à ce podcast. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Antoine, Clara, on se retrouve pour la prochaine émission qui sera le 7 décembre, tous les premiers jeudis du mois hein, pour l'instant. À On 20h. le rappelle. Donc le 7 décembre à 20h. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci au chat d'avoir été là. Et bah, à bientôt. Et puis merci à Alexandre et à Victoire à la régie. À la régie, Merci. évidemment. Et à Nicolas. Merci beaucoup.